Vous vous demandez peut-être pourquoi sur les paquets de céréales, il y a toujours des bons à découper. Si vous renvoyez ce bon, vous aurez 50 centimes de réduction. Vous vous demandez peut-être pourquoi, lorsque vous voyagez en train, votre voisin n'a pas payé la même chose. Vous vous demandez pourquoi les places de cinéma sont parfois moins chères pour les enfants, moins chères pour les personnes âgées. Autrement dit, vous vous êtes déjà posé la question, probablement, pourquoi tout le monde ne paye pas toujours la même chose? Quand vous êtes chez votre boulanger, la baguette est affichée, il y a un prix, 1,10 €, tout le monde paye la même chose. Mais pourquoi dans d'autres situations, on peut ou on ne paye pas la même chose? Ce sont des situations qu'on appelle de discrimination par les prix. Et nous allons étudier un cas particulier qui est le cas du monopole discriminant. Vous voulez savoir quelles sont les conséquences de cette pratique qui consiste à ne pas mettre le même prix pour tout le monde? Eh bien, cette vidéo est pour vous. Il faut quand même quelques prérequis. Alors, les prérequis, vous devez avoir compris une structure de coût traditionnelle telle qu'on la rencontre en microéconomie. Je vous renvoie à mon tuto. Vous devez avoir compris quel était le comportement de l'entreprise en situation de concurrence et en situation de monopole. Vous devez avoir compris la notion de surplus. Et si vous avez ces 4 notions en tête, vous allez pouvoir comprendre très facilement quelles sont les conséquences de ce monopole discriminant. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Cette discrimination par le prix, on l'a définie, c'est donc la pratique qui consiste à vendre le même bien à des prix différents pour des consommateurs différents. Et là, on va prendre un exemple pour illustrer ce cas précis, le bouquin de Gregory Mankiw et de Mark Taylor aux éditions de Books, Principes de l'économie. Alors, on va imaginer une maison d'édition qui distribue des livres. Et donc, première hypothèse, il y a un coût fixe qui, lui, est constant. L'auteur de ce best-seller, il est rémunéré à hauteur de 2 millions. Deuxième hypothèse, H2, le coût marginal d'impression est nul. Bon, c'est peut-être un peu exagéré comme hypothèse, mais c'est pas absurde. Produire un bouquin supplémentaire, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le coût marginal du coût total, ici, il est très très faible, voire nul. Évidemment, c'est le coût fixe qui va être le plus important. Les machines qui servent à imprimer, principalement, et la rémunération de l'auteur. Donc là, ici, on a ces deux hypothèses pour simplifier le reste du raisonnement. Et puis la question est de savoir évidemment à quel prix vendre le livre. Alors on a vu dans le cas du monopole que le monopole il avait une influence sur les prix par les quantités. Il fixait les quantités et ensuite le prix était fixé par la courbe de demande qui s'adressait à lui et donc il essayait d'identifier le monopole, la volonté de payer. Alors on va imaginer que le service marketing de cette société d'édition fait l'enquête et elle révèle, cette étude, que 100 000 lecteurs sont inconditionnels et eux, ils ont une volonté de payer de 30 €. Voilà, pour cet auteur à succès, 30 € pour lire un de ses romans, c'est le prix qu'ils estiment, c'est ce que ça vaut, ils sont prêts à payer ce prix-là. Et le même service marketing révèle que, enquête par sondage, que 400 000 lecteurs plus tièdes peuvent payer 5 €. Ils n'iront pas au-delà. Voilà. Ils aiment bien l'auteur, mais voilà, ça vaut pas plus que ça, et donc la question c'est à quel prix vendre le livre une fois que le service marketing. Là, le calcul il est très simple. L'entreprise, la maison d'édition, elle veut maximiser son profit. Donc là, le raisonnement il va être très simple. Si on met le prix à 30 € ici, 30 €, le profit ça va être les 100 000, la recette totale 100 000 fois 30, ça va faire 3 millions, moins les 2 millions de la rémunération de l'auteur, 3 moins 2, 1 million de profit. Deuxième hypothèse, imaginons que l'entreprise même mette le prix à 5 €. 5 €, le profit 500 000 lecteurs, parce qu'il y a les 400 000 lecteurs qui peuvent payer 5 €, plus les 100 000 lecteurs qui étaient capables de payer 30 €. Donc, s'ils sont capables de mettre 30 €, on peut estimer qu'ils mettront 5 €. Donc, ça fait au total 500 000 lecteurs qui paieront 5 €. Moins les 2 millions, ça fait 2,5 moins 2 millions, ça fait 0,5 millions. Au total, on voit que l'entreprise qui cherche à maximiser son profit, évidemment, les 30 € vont être le prix qui va être donné ici. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas de problème, l'entreprise maximise son profit. Sauf que,
on remarque quand même qu'avec cette tarification, il y a une perte sèche d'un surplus total, d'un montant de combien? Oui, parce que quand on met 30 €, on va renoncer aux 400 000 personnes qui étaient prêtes à payer 5 €. On renonce, ceux-là, ils ne peuvent pas payer, ils sortent du marché. C'est trop cher pour eux, 30 €. Or, 400 000 x 5, ça fait une perte sèche de 2 millions d'euros. Sauf qu'on va voir ce qui se passe si justement on arrive à discriminer par les prix. On va imaginer maintenant que le département marketing, il découvre que les lecteurs sont dans des pays différents et que les frontières sont relativement étanches. Alors évidemment, l'hypothèse est peu plausible là pour le coup, mais enfin qu'importe, c'est pour suggérer la conclusion de ce que l'on veut montrer ici avec la discrimination par les prix. On va imaginer que les lecteurs tièdes, ils sont en Allemagne et que les lecteurs inconditionnels, ils sont français. Donc, les lecteurs inconditionnels, eux, ils ont une recette 100 000 € x 30, 3 millions. La recette pour les lecteurs tièdes, 5 €. 400 000 x 5, ça fait 2 millions. Donc, si l'entreprise arrive à discriminer par les prix, elle vend le bouquin 5 € en Allemagne et elle vend le bouquin 30 € en France, donc des prix qui ne sont pas les mêmes. Là, c'est la nationalité qui va être le facteur discriminant, qui reflète la volonté de payer différente des uns et des autres. On se rend compte qu'on a un profit de 3 millions, 5 millions de recettes, 2 plus 3, moins les 2 millions le coût fixe de la rémunération de l'auteur, ce qui fait 3 millions. Je vous rappelle que tout à l'heure, on était à 1 million de profit. Donc là, ici, 3 millions. La discrimination par les prix, elle augmente le profit de 2 millions. Ici, c'est une augmentation de 200%. Bien, nous le voyons, il y a 3 leçons à retirer de cette petite parabole avec le monopole discriminant. La première leçon, c'est que discriminer par les prix, c'est rationnel du point de vue du producteur, puisque le profit augmente. Si les producteurs pouvaient identifier la volonté de payer de chacun, eh bien leur profit augmenterait. On a vu dans cet exemple, on est passé de 1 million de profit à 3 à partir du moment où il y a 2 prix différents, 5 € pour l'Allemagne, 30 € pour la France. Donc c'est rationnel. Deuxième leçon, c'est que, et ça découle de la précédente, si les producteurs ont intérêt à discriminer par les prix, sachant que la loi impose qu'il y ait une seule étiquette qui soit donnée, on ne peut pas payer en fonction de la tête du client, c'est qu'il va y avoir des volontés plus ou moins sournoises d'identifier la volonté de payer de la part des consommateurs. Alors, évidemment, on ne peut pas leur demander, mais souvent, ça peut être la nationalité, ça peut être l'âge, ça peut être, alors, par exemple, les enfants, les jeunes vont payer moins cher dans certaines attractions, les personnes âgées, ça peut être la catégorie socio-professionnelle. Il peut y avoir des tas de marchés où on va essayer de trouver un critère qui fait que les gens ne paieront pas de la même façon. Et puis enfin, la troisième leçon à retirer de cette histoire, c'est qu'il va y avoir une augmentation du surplus. Tout à l'heure, on avait vu que 400 000 lecteurs qui étaient prêts à payer 5 € ne paieraient pas si le prix était à 30 €, ce qui faisait une perte de surplus de 2 millions. À partir du moment où on discrimine par les prix, le surplus total va augmenter. Mais la question est de savoir qui va capter ce surplus. Est-ce le producteur ou le consommateur? La suite en images. Prix unique, donc sans discrimination. Donc là, je fais un petit rappel de la vidéo précédente sur le monopole, du tuto. Ma courbe de demande qui est égale à la recette moyenne. Ma recette marginale qui est ici. On fait l'hypothèse ici d'un coût moyen constant, donc d'un coût marginal qui est constant. Et on se souvient que la quantité de monopole était à l'égalisation de la recette marginale et du coût marginal. J'ai ma quantité de monopole. Et une fois que le monopole a fixé la quantité, il regarde la volonté de payer donnée par la courbe de demande qui lui permet de fixer le prix. Bon, on se souvient que ici on avait la quantité de concurrence quand le coût marginal est égal à la recette marginale et en concurrence la recette marginale se confond avec la recette moyenne en ce point. Le profit est ici, on rappelle, prix moins le coût marginal ici, multiplié par les quantités. Le surplus du consommateur, puisque le prix est ici, et que le surplus du consommateur, c'est la différence entre la volonté de payer et le prix du marché,
ce qui nous donne ici la surface du surplus du consommateur, et on se souvient que dans la situation du monopole avec un prix unique, il y avait une perte sèche, le fameux triangle d'Harberger que l'on arrive ici. Donc le monopole, on était arrivé à la conclusion, il y a une perte de surplus. Maintenant, on va regarder ce qui se passe avec une discrimination parfaite par les prix, donc un monopole discriminant où tout le monde paye au niveau de sa volonté de payer. Donc ma courbe de demande, elle est décroissante, c'est toujours un monopole, on n'a pas une courbe de demande horizontale ici. On garde ici mon hypothèse d'un coût marginal qui est constant, il n'est pas nul ici, mais enfin voilà, il est constant. Et bien l'ensemble du profit va être tout ce qui va être capté par l'entreprise ici, et on constate que donc la quantité fabriquée va être ici, et le surplus total est plus grand, mais le surplus du consommateur n'existe plus. On comprend donc maintenant pourquoi les entreprises tentent, d'être en monopole, c'est-à-dire de se distinguer carrément des concurrents, et d'autre part, pourquoi est-ce qu'elles ont intérêt à identifier la volonté de payer de chaque consommateur, car on vient de voir que cela, d'une part, maximisait la totalité du surplus de la population, mais principalement, ce surplus supplémentaire était capté par les entreprises. Les exemples, ils sont assez nombreux. On peut par exemple penser aux places de cinéma. Les places de cinéma, en général, les jeunes et les personnes âgées vont payer moins cher. Discrimination par les prix. Une des raisons, on vient de le voir, ça permet d'augmenter le profit du cinéma de quartier. Un autre exemple typique, vous êtes peut-être déjà demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y avait des paquets des bons de réduction sur chacune des paquets de céréales ou sur les smartphones ? Là, la réponse, c'est simple. Il y a ceux qui vont prendre le temps de découper et donc pour payer moins cher, pour bénéficier du bon de réduction, et ceux qui manifestement auront une volonté de payer plus élevée. C'est mon cas, je n'ai jamais pris le temps de découper les bons de réduction. Autrement dit, il y a au total une discrimination par les prix. L'entreprise aurait très bien pu baisser les prix. S'il y a 50 centimes de réduction, on aurait pu le prendre. Ben non, le fait d'avoir les bons à découper, c'est une façon de discriminer par les prix. Ça peut être les billets d'avion. Pourquoi est-ce que ça coûte plus cher de faire un aller-retour dans une ville étrangère à la journée que lorsque l'on dort sur place? Les compagnies aériennes proposent ce genre de tarif. Pour quelle raison? Eh bien parce que la volonté de payer d'un homme d'affaires qui lui est pressé, qui va faire l'aller-retour dans la journée, est plus grande que le touriste qui va rester 1 ou 2 nuits sur place. Donc c'est une façon de proposer et donc de capter, on l'a compris, un profit supplémentaire. Et puis il y a traditionnellement la discrimination par les prix qui joue cette fois-ci non pas par la volonté de payer, mais par les quantités que l'on achète. Tout simplement parce que quand on achète des grandes quantités, l'utilité marginale des produits que l'on consomme va diminuer au fur et à mesure de la quantité, donc la volonté de payer est plus faible sur les dernières unités, par conséquent, c'est le fameux 13 à la douzaine. On le voit, la discrimination par les prix, elle s'insinue maintenant partout dans nos économies. Les bons vendeurs, justement, sont ceux qui sont capables de repérer la volonté de payer des consommateurs. Bien, j'espère que cette vidéo vous a appris 2-3 petites choses. Je vous remercie de votre attention.